Donc pour la présentation suivante, nous recevons donc François Michel et Isabelle Tahamou pour nous parler de Armadito. Et cette présentation fait suite à une interview que nous avons faite de François sur le podcast de 2 minutes sécu, encore une fois sur Armadito. Bonjour. Donc je vais vous parler du projet de développement antivirus Armadito. Je parlerai d'abord de l'historique du projet, ensuite de la partie post-client, et Valentin parlera de la partie administration, et nous essaierons d'avoir pas mal de temps pour répondre à vos questions. Alors, le projet Armadito fait suite, comme vous en avez déjà certainement entendu parler, au projet DAFI, dont vous avez probablement beaucoup entendu parler à l'époque. DAFI, démonstrateur d'antivirus français internationaux, était un projet financé par l'État qui a duré de 2012 à 2014 avec un consortium composé de la société Nova IT, de labo de recherche de l'ESIA à Laval, dirigé par Eric Filiol, la société TechLib, DCNS et Cosmos. L'objectif était de développer un antivirus entre guillemets souverain, performant, novateur et open source. Les résultats du projet DAFI n'ont pas vraiment été à la mesure des ambitions et de l'argent qui a été injecté dedans. Et suite à ça, le projet a été repris. Alors en fait, pour vous donner un petit peu d'historique du code source et de l'historique, de mon historique personnel dans le projet DAFI, j'ai travaillé pour le projet DAFI depuis le mois de juillet 2014. C'est-à-dire en fait 2 mois avant la fin du projet. Et si vous regardez aujourd'hui l'historique du code sur GitHub, le code de Armadito, les premiers commits en fait remontent à mi-juillet 2014. Et c'est moi qui ai commencé en fait à cette époque à développer une version spécifique, alors à l'époque repartant intégrant le code de DAFI, une version Linux. Et suite à ça, on a repris entièrement le code. C'est-à-dire, en fait, ça a été d'abord moi, puis d'autres personnes qui, à partir de la mi-2015, en particulier Valentin et d'autres développeurs à l'intérieur de la société TechLib, ont repris le code. Et l'essentiel du développement, en fait, de Armadito a démarré en été 2015. La base de code de Armadito ne contient, venant du projet DAFI, qu'en fait, un seul module d'analyse, dont je parlerai plus tard. C'est-à-dire la base de code de Armadito, c'est une base qui est entièrement nouvelle par rapport à DAFI. Ce n'est pas le code de DAFI, à part un seul module dont je parlerai. Alors les objectifs du projet, c'était d'abord d'avoir une architecture logicielle, que le projet ait une architecture interne qui tienne la route, d'un code multiplateforme, le même dans la mesure, évidemment, du possible, parce qu'il y a certaines parties qui ne peuvent pas être communes, bien entendu, code commun à Windows et Linux, et un développement ouvert. Alors, le développement, en fait, n'a pas été ouvert dès la mi-2015. Il a été publié sur GitHub en fin mai 2016, donc fin mai de cette année. Une des raisons, c'était qu'il fallait un certain temps avant d'avoir une base de code qui marche, et il fallait aussi qu'on résolve un certain nombre de problèmes de licence. Alors, qu'est-ce que c'est le projet Armadito? D'abord, c'est un projet que je qualifierais de modeste, c'est-à-dire on ne prétend pas aujourd'hui qu'on va montrer à tous les éditeurs d'antivirus comment il faut faire avec nos petits bras musclés. Il y a des gens qui, dans le métier depuis très longtemps, qui ont des moyens. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est faire un projet qui soit entièrement open source. Alors, les licences qu'on a adoptées, c'est GPL, LGPL et MSPL. MSPL, c'est la Microsoft Public License. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce qu'il y a un driver dans la version Windows Armadito et qu'il n'est pas très clair, on n'a pas réussi à obtenir de réponse claire sur le fait est-ce qu'on a le droit de mettre un driver GPL dans le driver de Windows. La réponse est très probablement non, mais donc en fait on a choisi une licence qui a déjà été utilisée par des drivers publiés par Microsoft. Donc c'est la MSPL, et la MSPL est une licence open source reconnue par l'Open Source Initiative.
Donc on s'est dit comme ça, au moins on ne va pas avoir de problème. Alors la LGPL en fait est utilisée par on va dire le noyau de l'antivirus, c'est-à-dire la partie qui s'occupe d'orchestrer les modules d'analyse, de gérer un certain nombre de choses, genre la configuration, le chargement des modules, l'analyse à la demande, etc. etc. Alors, c'est un antivirus modulaire en sens que les modules d'analyse ne sont pas câblés dans le code, ils sont chargés. Alors, ils peuvent être chargés dynamiquement ou statiquement, mais en tout cas, ce sont des modules qui peuvent être compilés indépendamment et on peut configurer l'antivirus de façon à utiliser un certain nombre de modules disponibles, chaque module étant lui-même configurable. Les modules d'analyse qu'on a actuellement, c'est un module utilisant CLAMAV, un module utilisant les règles YARA et un module heuristique d'analyse de binaire. Alors c'est celui-là justement qui est le seul hérité du projet d'AFI, un module qui aujourd'hui s'appelle H1 dans le code, qui entre parenthèses pose un problème, c'est qu'il génère pas mal de faux positifs. Alors, la façon dont il marche, c'est en fait une analyse statique des binaires, aussi bien PE que ELF, et de la classification avec des algorithmes K-nearest-neighbor, des choses comme ça. Et on a un module d'analyse heuristique, de classification heuristique de PDF qui permet en quelque sorte de noter un document PDF en fonction de son niveau de dangerosité potentielle et en fonction de ça de l'interdire, le mettre en quarantaine, etc. Alors en fait, dans les modules, il y a aussi d'autres modules qui s'occupent de fonctions auxiliaires, mais en fait, le cœur de la modularité, c'est au niveau des algorithmes d'analyse. Alors l'avantage, c'est que ça permet de développer quelqu'un qui voudrait développer des modules d'analyse et les tester, pourrait bénéficier comme ça de l'architecture de l'antivirus, l'interface, des possibilités d'administration, etc., etc., et intégrer donc des contributions externes à l'antivirus limitées à la partie module d'analyse. Alors les fonctionnalités, c'est les fonctionnalités classiques d'un antivirus, en particulier la protection temps réel. Donc la protection temps réel, c'est simple, c'est on intercepte les ouvertures de fichiers en fonction soit du point de montage, par exemple sur Linux, soit en fonction du dossier, c'est-à-dire c'est configurable, et tout ce qui est intercepté et analysé, et en fonction du résultat d'analyse, on autorise ou pas l'ouverture. Alors, typiquement, par exemple, si on essaye d'ouvrir avec la protection temps réel sur Linux, on peut ouvrir un document PDF et le lecteur PDF enverra un message « Permission denied ». Les autres fonctionnalités, outre la mise en quarantaine, c'est les remontées d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, on a un mécanisme de remontée d'alerte qui permet d'envoyer des alertes aussi bien en local, c'est-à-dire sur le poste utilisateur, mais aussi pour un mécanisme d'administration centralisé. Pour l'instant, j'en reparlerai plus tard, on a par exemple développé très récemment une interface avec le SIEM Prélude. C'est-à-dire qu'on peut, dans Prélude, en fait, récupérer les alertes de détection de Armadito et les voir comme toutes les alertes de sécurité qui sont dans Prélude. Pardon, c'était pas ça. Alors, l'interface graphique, je vous présente rapidement des screenshots, ce n'est pas la partie forcément la plus intéressante. Elle a été entièrement développée en fait en techno-web pour des questions de portabilité et de facilité de développement. Ça, c'est la première partie donc, qui donne par exemple l'état de l'antivirus avec l'état de mise à jour des bases. Et ça, c'est la partie analyse à la demande, truc tout à fait classique, avec affichage des barres de progression, des compteurs, la liste des malwares détectés, etc. Il y a encore une autre partie qui est en cours de refonte concernant le journal, par exemple, qui permet de récupérer dans l'interface graphique la liste des alertes. Alors ensuite, pour la partie administration, là je vais passer... donc on a fait... Donc à la base, dans le projet d'AFI, il devait déjà y avoir un plugin GLPI
donc pour manager l'antivirus. Mais j'ai commencé le développement il y a quelques mois en gros. Et donc j'ai fait un plugin GLPI avec Fusion Inventory, mais qui vient en complément de Fusion Inventory. Peut-être expliquer brièvement ce que c'est que GLPI. Je ne sais pas si tout le monde connaît absolument GLPI, Fusion Inventory. Probablement. Bon, ok. Peut-être pourquoi, expliquer peut-être pourquoi, comme tu l'as fait dans l'excellent podcast avec le niveau de sécu, pourquoi GLPI apparaît sur la slide et pourquoi vous êtes connecté sur un Pourquoi on utilise GLPI? C'est justement pour, en se mettant en plugin, on utilise les API qui sont déjà dans GLPI. Donc, après, c'est dans les détails techniques, mais il y a le moteur de recherche. Je pense qu'il y a déjà une raison simple, c'est qu'en fait, surveiller un parc de machines équipées d'antivirus, il faut déjà avoir fait un inventaire du parc et avoir des informations de base du genre où est la machine, quel est le système, quel est le contact, etc. etc. Et pour nous, en fait, le plus simple, c'était de se mettre à l'intérieur d'une solution fournissant déjà toutes ces fonctionnalités, et puis fournissant aussi éventuellement une interface graphique, une interface utilisateur avec le helpdesk, les tickets, etc. Donc pour nous, GLPI était une solution techniquement naturelle. Il se trouve que GLPI a été aussi repris par la société TechLib, que nous travaillons, et que Armadito, le développement de Armadito se fait dans la société TechLib. Donc en fait, en choisissant GLPI, on combine les fonctionnalités de remontée d'alerte et de contrôle du parc d'antivirus avec les fonctionnalités d'inventaire qui sont exactement dans la même interface. Ouais, c'est ça. Étant donné qu'on bosse dans la même société qui a repris pour le GLPI, c'est naturel qu'on fasse un produit qui est ensemble et qui s'imbrique dedans. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est les fonctionnalités classiques, donc là, remonter des alertes, l'état de mise à jour, etc. Le journal. Et donc pour ça, on a implémenté un agent qui est en dehors de Fusion Inventory. Tout simplement parce que ça nous permet de cloisonner. Donc c'est un module Perl qui va être uploadé sur le cPanel et qui va me permettre, on fait un enrôlement à part en fait de Fusion Inventory. Et ensuite on fait l'association de l'ordinateur qui est déjà dans la console avec l'antivirus. Ça nous permet d'associer vraiment l'ordinateur dans la console et l'antivirus, et du coup de relier les deux et d'avoir des liens, des actions possibles à faire en sélectionnant d'abord par les ordinateurs. Et donc dès le départ de la conception, on s'est dit ok, on veut faire une console d'administration open source. Il y a plein de choses existantes pour tous les autres antivirus qui sont payantes en général. Et pourquoi pas, dès le départ, penser à manager d'autres antivirus que Armadito. Donc du coup, dès le départ dans la conception, on a prévu, c'est codé de manière modulaire, ce qui fait qu'on peut rajouter, un peu à la manière d'Irma en Python, on peut lancer des scans sur tous les antivirus. Et là, c'est la même chose. On va pouvoir déployer des scans planifiés sur des parcs hétérogènes d'antivirus. Par exemple, si vous avez des Kaspersky et des... imaginons que vous avez des Windows, donc vous avez la moitié du parc en Windows, et une autre partie du parc en Linux, vous n'avez pas forcément le même antivirus sur Linux et Windows. Par exemple, vous avez décidé de prendre des Kaspersky, vous avez une licence depuis très longtemps sur les Windows, mais sur Linux, vous avez dit je prends un logiciel open source, je vais payer moins cher, par exemple. On pourrait centraliser les alertes, et c'est ce qu'on a essayé de faire dès le départ dans la conception. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des statistiques, etc., avec plusieurs antivirus. En tout cas, c'est la conception dès le départ. Après, on n'est pas obligé d'utiliser pour plusieurs antivirus. Et donc, à côté de ça, on peut faire du task scheduling avec le cron tab. Classiquement, en gros, sur Linux, pour la version Linux. Et on s'est dit pourquoi pas implémenter un scheduler pour qui soit multiplateforme, donc en Perl, donc un module Perl classique en cPanel, uploadé sur le cPanel, et en gros,
Donc c'est un algorithme qui permet de répartir équitablement la charge, en gros, sur le parc. Et alors, comment on fait ça? C'est simple, on a une donnée pour pouvoir répartir équitablement. L'agent ID, c'est une donnée qui est centralisée côté serveur. Donc à partir de ça, si on fait un calcul mathématique sur l'agent ID, on peut être sûr que chaque agent fait ses actions au bon moment. Mais il faut être sûr que tout ça soit centralisé et synchronisé. Mais en gros, après, avec les algorithmes qui corrigent les délais, on peut être sûr de planifier à des temps très précis. Donc c'est une solution alternative au Crontab. Donc je pourrais vous détailler un peu plus le schéma, mais là c'est un peu dur à expliquer. Peut-être un petit mot. En fait, le cas d'usage de ce scheduler, c'est vous avez des antivirus sur un parc de plusieurs dizaines de milliers de machines qui doivent se mettre à jour. Et il ne faut pas que toutes les machines se mettent à jour pile poil à 8 h du matin. Sinon, vous allez avoir un petit problème au niveau de votre potentiel, au niveau de votre réseau, au niveau des serveurs qui ont la mise à jour des bases. Donc en fait, plutôt que de dire vous débrouillez, vous administrateurs, vous débrouillez au niveau de votre infrastructure, et dire on va donner la possibilité de planifier certaines choses et de garantir par exemple qu'on aura des tranches de 5000 machines qui vont se mettre à jour toutes les demi-heures à partir d'une certaine heure. Idem par exemple pour le lancement des scans, on peut avoir effectivement comme ça des scans planifiés depuis la console centrale. Ouais, c'est un peu comme un Crontab mais en version, je dirais pas améliorée parce que le Crontab est déjà parfait, mais c'est alternatif dans le sens où c'est vraiment par rapport à tout le parc, c'est-à-dire c'est pas une machine toute seule qui fonctionne indépendamment. Par rapport à tout le parc. Donc à partir du moment où toutes les machines du parc sont à la même heure, plus ou moins, c'est-à-dire s'il n'y a pas de décalage dans les horaires de temps de machine par rapport à temps, et qu'on a un moyen d'avoir la donnée centralisée, on peut être sûr qu'elles vont pas faire la même chose en même temps. Et j'ai déjà fait des graphiques et en fait j'ai vraiment une répartition. À partir du moment où on corrige les délais et on est sûr que ça se fait à la seconde où ça doit le faire, avec des corrections de délai, on est sûr que les actions se font à tel moment et on peut planifier vraiment à l'avance et très précisément chaque action à chaque seconde. Donc, voilà. Donc ça c'est un peu une innovation qui est en dehors d'antivirus, mais qu'on a mis open source en GPL V3 et donc là elle est en test. On aimerait bien la tester sur un parc plus important. Moi j'ai testé avec 5 ou 6 machines pendant plusieurs semaines, donc ça marche pas trop mal. Donc ça, je voulais parler un peu de ça, c'est tout ce qui est autour du développement. Du coup, tout c'est un module Perl, donc on a fait un module Perl pour Prélude, donc client, on a l'agent qui est en module Perl. Et donc on l'a mis sur le Cpan on a fait les contrôles de politique de sécurité, pas que de sécurité d'ailleurs, hyper critique. Et donc avec Perl ID, etc. Et les tests unitaires, qui ne sont pas encore tous en place, bien sûr, ça nous donne un peu de temps. Et donc l'intégration continue avec Travis. Donc c'est en plus de Cpan Tester, puisque quand vous uploadez un module sur le Cpan, il y a déjà des tests sur toutes les machines. Mais Travis, ça permet vraiment de builder à chaque couche sur GitHub, donc c'est plutôt pratique. Et donc en plus de Travis, qu'on va mettre, pour l'instant il n'est pas encore configuré, on n'a pas encore configuré sur tous les projets, mais Travis sera sur tous les projets et en combinaison avec Coverity. Donc Coverity, on vient de commencer à l'appliquer il n'y a pas longtemps. Donc là il y a aussi du boulot, parce qu'il faut corriger pas mal d'effets avec Coverity, et il faut améliorer le score. Donc Coverity, ça va être pas mal pour tout ce qui est en C, donc là l'antivirus, on va le passer absolument. Et donc voilà, et Coverity aussi pour le PHP, pour tout ce qui est partie serveur GLP. Donc voilà, le plugin en tout cas.
Donc pour la documentation, donc on a fait avec Rivedocs, étant donné qu'on est un projet open source, qu'on est sur GitHub, autant utiliser les outils qui vont avec. Donc on a fait ça sur Rivedocs en restructuré de texte. Et donc en plus de ça, on a des API REST. Donc il y a l'API REST de l'antivirus, qui est en fait le serveur. L'antivirus intègre un microserveur. Et donc il y a une autre API REST qui est celle du plugin GLPI. Donc en gros, l'agent, quand il communique avec le plugin, c'est avec une API REST. Et donc on a documenté ça en Fogger, donc c'est accessible. Et ça va être en plus accessible depuis Rivedocs. Donc là, on va commencer la documentation. On va documenter le scheduler, etc. Donc, on va essayer de la maintenir à jour. Peut-être un peu plus que GLPI, parce que pour l'instant, c'est pas changé. Et voilà. Et du coup, donc on fait les tests unitaires avec PHP Unit avec Ant, le truc classique. Et donc pour les librairies, pour afficher, c'est un vieux truc, c'est NVD3 pour l'instant. Ça doit être mis à jour d'ailleurs, parce qu'à mon avis, en termes de sécurité, c'est pas à jour. Et donc là, en gros, dans le plugin, moi j'ai décidé d'utiliser les prepare statements pour la requête SQL, alors que dans la plupart des plugins GLPI, en fait, il n'y avait pas dans GLPI les prepare statements. Donc j'ai dû faire une pull request pour qu'on puisse vraiment éviter les injections SQL là-dessus. On essaie de faire les efforts. Après, il y a énormément de boulot pour sécuriser. Je sais que dans le cœur, j'ai commencé à lire le bouquin de l'arrêtage. Il y a énormément de. Il y a du taint analysis à faire, etc. Donc il y a encore pas mal de boulot. Et donc là, c'est l'interface graphique de la console, donc dans le plugin GLPI. Donc c'est un aperçu. Après, je peux vous faire des démos, parce que je peux tout lancer. Je peux même faire un scan déployé si vous voulez. Voilà. Donc là, vous avez les alertes à gauche. Donc remonté par le temps réel et l'analyse à la demande, puisque pour l'instant on les met on les récupère de la même façon. Et donc là, en gros, si vous connaissez, c'est l'interface de fusion inventory qui a été repris, donc le plugin. Donc en fait, j'ai repris les graphiques pour gagner du temps, mais je compte en faire des nouveaux d'autres genres avec la librairie. Et donc l'idée, c'est que là, on voit, il y a 5 menus. Dans les 5 menus, il y a, en gros, là, il y a des boards comme ça à chaque fois, ce qui fait qu'il y a vraiment pas mal de statistiques. Et donc, notre objectif, c'est qu'on en ait au moins 6. Et ensuite, un peu comme EZ, si vous connaissez la console EZ, c'est-à-dire qu'on peut configurer quel graphique on a, etc. avec les paramètres. Et donc là, on peut déployer des scans déjà dans cette version. Enfin, la version n'est pas ressortie officiellement, mais on peut déployer des scans à la demande. Donc, du coup, sur un parc, on crée des configurations de scans qui sont intégrées dans GLPI et on peut configurer et télécharger. Et donc les jobs, en fait, c'est ce que vous voyez tout à droite, c'est tout simplement un job et en fait ça marche en mode pool, c'est-à-dire que c'est les agents, les clients qui vont se connecter au serveur et qui vont demander qu'est-ce que j'ai à faire, tout simplement. Et donc ils vont juste se connecter à l'API REST /jobs et c'est là qu'ils vont avoir niveau. Donc en fait, un scan, c'est un job. Donc c'est une classe qui hérite. Donc ça fonctionne de la même façon. Et l'idée à la fin, c'est que toutes les actions qui sont déployées sur le parc pour le management de l'antivirus ou en relation avec sont des jobs et du coup sont visibles et on peut voir la planification, on peut voir s'ils exécutent au bon moment. Donc en fait, on va pouvoir mesurer et savoir si le scheduler il harmonise bien la répartition de la charge sur le parc. Bon, on peut être sûr que ça fonctionne. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Au niveau du développement, vous en êtes où ? Est-ce que c'est le produit n'est pas fini. Fonctionnel Non, le produit est en développement. Pour l'instant, on s'est concentré sur la version Linux et ce qu'on voudrait, c'est fournir une version installable Linux bêta avant la fin de l'année. En fait, on a eu quelques soucis au niveau de l'interface graphique parce qu'on était parti sur une techno un peu hasardeuse qui s'appelle Node WebKit JS. Et en fait, c'est un truc qui intègre un browser plus Node.js pour consommer beaucoup de mémoire et faire quelque chose qui est absolument impackageable. Donc, ça c'est
mon boulot de cet été, changer les trucs de façon à ce que l'interface graphique soit en fait une interface 100% web, c'est-à-dire elle tourne dans le navigateur standard de la plateforme. Alors en fait, c'est pas entièrement vrai. En fait, il y a deux interfaces graphiques. Il y a deux interfaces utilisateurs. Il y a une interface minimaliste qui s'occupe juste de la notification et qui tourne dans le sys-tray ou dans la zone de notification du bureau. Celle-là, c'est en cours de développement. Et puis, on a l'interface complète qui permet de lancer les scans à la demande, de voir le journal d'alerte, de voir l'état complet de l'antivirus, etc. Et ça, c'est du 100% web. Donc ça, c'est en cours de finalisation, packaging. Il y a déjà un PPA sur Launchpad. Et je pense que d'ici entre 1 mois et 2 mois maximum, on aura des versions bêta installables sur Linux. La version Windows viendra un petit peu après parce qu'il faut que on refasse une partie du boulot, bien que le développement est pas mal portable. Il y aura une partie d'adaptation de ce qui a été fait récemment. Voilà. Donc, version bêta Linux avant la fin de l'année. Avec la console en même temps. Avec la console GLPI. Ouais. Il y a une véritable demande pour un antivirus qui tourne sur Linux? Eh bien oui, en fait, il y a, alors je ne vais pas vous dire qui exactement, mais il y a des gens qui ont des parcs assez gros d'installer de machines Linux et qui veulent mettre dessus des antivirus parce qu'en particulier, ils ne veulent pas que les machines Linux servent de moyen de transfert de virus Windows. L'interface 100% web, hein, l'interface utilisateur 100% web, déjà, elle est purement locale. Elle n'est pas accessible depuis d'autres machines du réseau. Ça j'entends bien, mais... Et elle est optionnelle. Quand on connaît ce que Thalys Normandie a fait sur vos confrères, Normand en l'occurrence, il se fichait un peu de regarder ce qui était local, pas local. Il rentrait, il bousillait tout ce qui était présent, et dès qu'il pouvait avoir une escalade de privilèges, il s'en servait. J'entends tout à fait. Oui, non. Ouais. Non, mais ça ouais. C'est clair. Hein. Ça, non, mais c'est clair. Alors, en fait, il y a, dans les projets, on va dire, à moyen terme, un des projets est d'organiser l'architecture interne de l'antivirus autour de sandbox. C'est-à-dire, la question est simple. De toute façon, c'est une question générale. Les antivirus, ils font de l'analyse de formats de fichiers souvent complexes. Ils implémentent ça en C, avec des readers, des unpackers de fichiers, etc., qui sont autant de points d'attaque possibles. Il y a des gens qui se sont fait prendre à ça il n'y a pas très longtemps. Hein, c'est McAfee. Vous avez mis un unpacker dans le kernel Windows. McAfee, tous, hein. Symantec, tous. Mais McAfee, ils étaient particulièrement mentionnés par la note de Google Security Team. Ceux-là, ils avaient poussé le vice jusqu'à le mettre. Alors, je ne sais pas si les autres l'ont vraiment mis dans le kernel Windows. Eux, ils l'avaient clairement, c'était dans le kernel. Tous décodent leur format de fichier en mode noyau parce que ça va plus voilà. vite. Voilà. Donc, vous avez un format de fichier un peu pourri avec un décodeur qui a une vulnérabilité, et bing, vous avez gagné. Donc, un de nos projets importants, c'est de mettre tout ça dans des sandbox, c'est-à-dire que l'analyse du fichier se fasse dans une sandbox, de façon à ce que, l'analyseur dégage, tant pis, il est mort, mais au moins, il n'aura pas fait de mal. Et, accessoirement, l'interface web, le petit serveur web qui sert pour l'interface graphique, il sera aussi dans une sandbox. Voilà. Alors ça impose de réarchitecturer, alors finalement pas tant de choses que ça, mais c'est un développement quand même assez conséquent, et alors en plus ça c'est clairement du non portable. Ouais. Mais c'est clair que de toute façon, première chose un antivirus en fait, ça rajoute une vulnérabilité sur la machine. Avec du web. Symantec ce mois-ci, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est exécution de code à la décompression rare. Ouais.
Alors, une deuxième chose aussi qu'on a aussi en projet, c'est pour cette architecture de modules d'analyse, d'offrir des API vers d'autres langages, c'est-à-dire pouvoir implémenter les modules d'analyse en Python, Java, OCaml, et grosso modo tout ce qui peut être appelé depuis du code C. Alors pas forcément en ligne de commande, parce que le problème de l'appeler totalement en ligne de commande, c'est que ça veut dire si le module a besoin de charger des données, on se repaye le chargement des données à chaque fois. Donc ou alors il faut qu'on ait un module qui fonctionne avec son propre serveur. Donc ce qu'on s'aimerait plutôt, c'est quelque chose, typiquement, ça, si vous prenez un module écrit en Python, ça serait une classe avec deux méthodes, setup et scan. Setup appelé une fois pour tout, le module il reste dans un coin, et chaque fois qu'on veut scanner, on appelle la méthode de scan. Donc l'intérêt d'avoir des langages autres que C pour écrire des modules d'analyse qui peuvent être des points de vulnérabilité évidents, bon, bah, c'est clair que... Alors les contraintes de temps de réponse, en fait, elles sont variables et elles sont configurables. Le problème du temps de réponse, en fait, c'est si c'est de l'analyse à la demande, on a moins de contraintes. La contrainte, c'est pour le temps réel. Alors pour le temps réel, et c'est là, en fait, c'est un problème critique des antivirus, c'est que on intercepte toutes les ouvertures de fichiers dans un endroit donné, donc on va ralentir toutes les ouvertures de fichiers. Conclusion, on allège au maximum le processus d'analyse. Typiquement, on voit dans les docs de certains virus, il est conseillé de désactiver les modules heuristiques pour la protection de temps réel. Manque de bol, ce serait justement là qu'il faudrait avoir la protection maximale, parce que là, au moins, on est sûr que le fichier, il est en train d'être ouvert, et que le binaire, il va être lancé quelques millisecondes après. Donc, ce serait là, au contraire, qu'il faudrait mettre le maximum. Donc, c'est un problème, effectivement, et c'est un problème... Alors, si on a des modules d'analyse qui sont dans d'autres langages, c'est vrai qu'on va potentiellement avoir une pénalité qui ne sera pas forcément si énorme que ça, parce que, en fait, la plus grande partie de la pénalité, ça va être sur l'ouverture et la lecture du fichier. Ensuite, quelques pistes pour optimiser la partie temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, avoir un mécanisme de cache suffisamment pas trop bête, de façon à ce qu'on scanne le fichier quand il est ouvert. Tant qu'il n'est pas modifié, il n'est pas rescanné. Il reste dans l'état scanné. Ce n'est pas évident à faire sur Linux, par exemple, parce que sur Linux, on s'est basé sur FA Notify, qui est un truc déjà disponible dans le noyau, et qui ne permet pas du tout ce mode de fonctionnement avec un cache. Pour la partie protection de temps réel sur Windows, par contre, c'est nous qui avons écrit le driver, donc là, on implémentera quelque chose. Mais c'est clair que de toute façon, bon, je veux dire, on n'a pas de solution miracle au problème de l'impact de performance dû à la protection de temps réel. Et pour en revenir justement à l'idée de lancer des langages autres que le C, donc comme le Python, savoir, vu que les modules d'analyse, on n'est pas obligé de les activer, de les intégrer dans l'antivirus au moment où on l'installe, c'est aussi pour faire de l'analyse côté serveur, faire de la recherche. Typiquement, on veut tester en Python un algorithme d'analyse d'un virus. On peut le tester, mais sans que ce soit du temps réel. C'est de l'analyse à la demande et que c'est pour faire des statistiques et pour vérifier que l'algorithme fonctionne. Donc, typiquement, pour un chercheur qui a passé un certain temps à faire une publication, et il a écrit un algorithme théoriquement, il a envie d'implémenter facilement, sans se farcir tous les problèmes du C, enfin pas les problèmes, les difficultés, c'est-à-dire l'allocation de la mémoire, etc. Donc, après, forcément, c'est plus rapide en C, plus performant, mais en Python, il va pouvoir faire un POC rapidement. Ça peut être un intérêt. Après, de là à utiliser le Python en temps réel pour l'analyse, ça c'est à voir. Est-ce que vous prévoyez dans la roadmap à un moment d'approcher VirusTotal pour faire partie de la liste des moteurs ? Oui, tout à fait, c'est prévu. La première étape, c'est évidemment d'avoir quelque chose de packagé et de facilement installable. Parce que je pense que VirusTotal fait tourner...
pense que la première chose, c'est qu'ils essaieront de le faire tourner sur des machines Linux. Donc oui, c'est clair qu'on va effectivement leur proposer. Et en ligne de commande, ça marche déjà. Et dans d'autres solutions Dans d'autres solutions françaises, souveraines, potentiellement. On en parlera à la pause. Ah ben ça marche déjà par contre. C'est déjà intégré? Dans la solution dont on ne doit pas dire le nom. Il parlait du logiciel libre Irma. Oui, mais c'est déjà intégré dans Irma. C'est déjà fait et le code source est sur GitHub. D'autres questions? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci.